Le- Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a rappelé aux élus nationaux la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo lors de son discours pendant la rentrée parlementaire de ce mercredi 15 mars 2023. Toujours dans ce journal, nous allons découvrir qui est la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, épouse du chef de l'État, dans la rubrique Femmes du jour. Merci de nous rejoindre ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Ce soir, sur ce plateau, nous avons un invité, monsieur Michel Ngongo, journaliste, mais aussi journaliste, rédacteur en chef au sein d'une entreprise de presse de la place. Bonsoir, monsieur Michel Ngongo. Bonsoir, madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Moi également. Ok. Mais avant tout, nous allons passer d'abord à l'actualité. Lors de son discours à l'occasion de la rentrée parlementaire, Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale, a rappelé aux élus nationaux la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression du M23 soutenue par le Rwanda contre le pays. Suivez son discours dans cet extrait choisi par Blaise Kuzola. Pendant que les peuples congolais s'apprêtent à prendre part au 4e cycle des élections démocratiques sous l'empire de la Constitution du 18 février 2006. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime de la part de l'armée rwandaise. Larvé en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition, RDF M23, ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine de tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda. Voilà, je l'ai annoncé au tout début, il est notre invité de ce soir, Monsieur Michel Ngongo. Monsieur Michel Ngongo, nous venons de suivre un extrait du président de l'Assemblée nationale lors de la rentrée parlementaire qui a eu lieu
aujourd'hui 15 mars. Alors, plusieurs questions ont été évoquées, notamment la question sécuritaire, mais concernant le dialogue préconisé par la communauté internationale, le président de la Chambre basse du Parlement a semblé être pas très d'accord par rapport à cette procédure. Il n'entend pas entreprendre la voie de négociation avec les rebelles. Alors, comment jugez-vous la position de Christophe Mbosso par rapport à cette question? Bon, en fait, des primes d'abord, merci bien pour la parole et surtout la question. En fait, elle est intéressante, la question. Pourquoi? Parce que cette fenêtre, hein, elle est très importante pour les élus de pouvoir réfléchir autour de différentes questions qui doivent vraiment aider les pays à aller de l'avant. Moi, je pense que la décision en fait, de Christophe Mbosso, en fait, elle est garnie. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui de voir en fait, mon pays dialoguer encore ou négocier avec le Rwanda. Négocier avec le Rwanda, c'est négocier avec le rebelle qui sont en train de tuer nos périples congolais à l'est, n'est-ce pas, de la République du Congo. Moi, je pense que la décision, je pense qu'elle est vraiment très importante. Je ne peux pas accepter. Dialoguer avec les Rwandais, c'est tuer des fois nos périples congolais qui ont perdu la vie d'une manière injuste hein, par le Rwandais et qui ont tué les Congolais sous couvert, n'est-ce pas, du 1-23. Donc moi, je ne peux pas accepter. Il y a plusieurs propositions que nous pouvons peut-être dire. Parce que s'il faut rester sur l'aspect dialogue, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Souvenez-vous, il y a eu même les implications, n'est-ce pas, voilà, pour, n'est-ce pas, demander à ce que la paix soit rétablie à l'est de la RDC. Le Rwanda n'a pas voulu exécuter. Moi, j'aimerais, pourquoi pas, aller, ce que les anglophones disent, box to box. Donc ça veut dire que trop c'est trop. On n'a pas le temps de bercer le Rwandais, on n'a pas le temps de les supplier parce que négocier, c'est comme si on est en train de donner beaucoup plus la valeur aux Rwandais, donner la valeur à Kagame, qui n'est pas du tout peut-être un homme trop puissant face à une grande nation comme, n'est-ce pas, la République du Congo. Donc moi, je suis contre la décision de dialoguer avec les Rwandais et j'en profite pour saluer aussi la bravoure hein, de monsieur le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a compris que non, nous devons maintenant nous impliquer pour ne pas compter aux gens, compter n'est-ce pas, aux gens qui nous avons peut-être envie de voir venir nous soutenir. Nous devons rester focus sur la guerre. Ça veut dire s'il faut faire la guerre avec le Rwanda, faire la guerre avec le Rwanda pour ne pas supplier le Rwanda. Parce que moi, je ne peux pas accepter de voir beaucoup de nos mamans, de femmes et puis des enfants, même des parents qui sont tués à l'Est. Et puis aujourd'hui, vous nous dites, ben, on doit faire les dialogues avec le Rwanda. C'est être peut-être fou, comment passez-moi un peu l'expression en fait. D'accord, nous comprenons que vous partagez le même avis que le président de l'Assemblée nationale. Alors, selon vous, quelle serait la voie de sortie? Faudrait-il faire la guerre à ces rebelles ou faudrait passer par une autre voie afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, en fait, dans un premier temps, moi, j'aurais proposé hein, de faire la guerre avec le Rwanda. Parce que moi, je ne peux pas même parler de rebelles. Moi, je vois le Rwanda. Parce que ce sont le Rwanda qui se cache derrière ce rebelle. Mais pour faire la guerre aussi avec le Rwanda, maintenant, il faudra maintenant se préparer en conséquence. Alors, il faut revenir sur les plans pragmatiques. Est-ce que la République du Congo est prête à faire maintenant la guerre avec le Rwanda? Ceci est un aspect aussi très important. Parce que faire la guerre, c'est tout un processus. Ça se prépare aujourd'hui. Oui, et si on regarde, voilà. Oui. Donc déjà la République du Congo, nous ne sommes pas trop bien équipés. Je parle de l'armée congolaise qui n'est pas du tout très bien équipée pour faire la guerre aujourd'hui avec le Rwanda. Mais je pense que l'option que moi je peux carrément proposer, c'est de faire la guerre. Alors quand je parle de faire la guerre, automatiquement je suis en train d'interpeller les autorités compétentes, ça veut dire équiper l'armée rwandaise, prendre d'abord soin, n'est-ce pas, de nos combattants qui se donnent, n'est-ce pas, du jour au lendemain pour sauver, n'est-ce pas, la patrie, sauver la nation. Ça veut dire les mettre dans de très bonnes conditions. Et du coup, parce qu'on parle de Christophe Mbosso qui est le président de la chambre basse du Parlement, ça veut dire c'est à eux maintenant de budgétiser aussi, voter peut-être un budget colossal qui doit permettre à l'armée congolaise d'être prête, n'est-ce pas, à faire la guerre avec le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, je vous dis que madame, si nous mettons en pratique en fait la décision de la guerre, je vous rassure que le Rwanda va carrément se retirer Mais- sur le Mais territoire. tant que la RDC n'est pas prête, c'est quand même compliqué aussi de pouvoir espérer dans les prochains jours voir la paix revenir à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre problème aussi, parce que c'est quand même une urgence aussi, si on peut le dire. Mais le temps de s'organiser pour pouvoir rassembler tous les matériels de guerre, si je peux le dire comme ça c'est tout un processus aussi. En fait, ça va prendre un peu de temps Oui. parce que, certes, vous avez dit, vous avez carrément raison, mais je vous dis que nous n'avons pas, nous avons des moyens en fait. C'est pas les moyens qui nous C'est manquent. pas les moyens qui Ça veut dire manquent. que nous avons le moyen. S'il faut peut-être aller de la plus belle manière, aller un peu vite parce que c'est un cas urgent. Parce que ça concerne la partie est de la République du Congo. Ça veut dire, c'est aux autorités compétentes, comme je venais de dire tantôt, aller vite, chercher les voies et moyens pour permettre n'est-ce pas, à la République du Congo d'avoir d'abord les matériels qui doivent nous aider à faire la guerre avec le Rwanda. Ça ne va pas prendre assez du temps, mais s'il faut continuer peut-être avec... Ça a pris des années qu'on a continué avec la même situation. Alors, moi, j'aurais souhaité qu'on cherche les voies et moyens de la plus belle manière. D'ailleurs, c'est un cas urgent. Chercher les voies et moyens pour permettre, n'est-ce pas, à la République du Congo de faire la guerre avec le Rwanda. Finir, n'est-ce pas, ces histoires une fois pour toutes, parce que nous sommes fatigués de ça. Il y a les incursions dangereuses. Le Rwanda, d'abord, c'est un petit pays que nous pouvons carrément prendre en otage. Nous pouvons faire en sorte que le Rwanda soit parmi l'une des provinces de la République du Congo. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de plutôt supplier à Kagame. Déjà, il est flatté par sa femme. On n'a pas aussi le temps de flatter Kagame. Kagame, d'ailleurs, n'est pas quelqu'un qui peut aussi s'imposer face à un grand pays comme la RDC, en fait. Voilà, merci Monsieur Michel Ngongo. Je vous reviens dans peu. Nous allons poursuivre avec l'actualité. Dans le cadre de la modernisation du port de Matadi, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé ce mercredi la séance de signature du PV de poursuite de négociation avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre la RDC à travers la Société commerciale de transport et port et le groupe Qatari Mediterranean Shipping Company SA. Ce partenariat vise l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal dédié au traitement des containers. La ministre d'État du portefeuille, Adel Kaïnda, était de la partie. En fait, les chansons constituées dans la continuité du mariage qui va avoir lieu entre MS et la STP pour la modernisation du port de Matadi pour sa partie de traitement de conteneurs. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont été éprouvées, mais les discussions vont continuer encore d'ici 2 mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Le problème, c'est qu'il faut qu'un travail scientifique se fasse. Donc les balisages se feront et les ports seront équipés et puis on va améliorer sensiblement les conditions internes d'exploitation pour baisser les prix afin que le consommateur final soit servi avec les prix meilleurs de produits sur le marché. Nous sommes ici pour essayer d'accompagner la vision de votre président de la République. Et donc on est là pour contribuer à la croissance du pays. C'est un pays qui est magnifique, qui a d'énormes ressources, qui a une très grande population de 100 millions et plus. Et donc je pense que les ports sont fondamentaux pour l'ouverture, disons, d'un pays au monde. Et à travers le terminal de Matadi et à travers les navires, entre autres de MSC, l'idée est de vraiment moderniser le port de Matadi pour en faire un terminal très très compétitif afin de baisser les prix dans l'intérêt, disons, de l'importateur-exportateur congolais. Et voilà. Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler.
Des performances économiques de l'année 2022 réalisées par la RDC et les priorités de l'année 2023, c'est le sens d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Samalou Kondé ce mardi 14 mars, organisée par le ministère de Finances. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour appeler tous les responsables des régies financières présents et animateurs des services de ce ministère à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux. Les détails avec Fiston Oleko. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une cérémonie qui marque le dernier virage des travaux de la retraite stratégique du ministère des Finances pour faire l'état des lieux, des performances de l'année 2022 et les priorités stratégiques pour l'année 2023. L'occasion pour Samalou Kondé de saluer le travail des régies financières pour les efforts fournis en 2022 dans la mobilisation de recettes publiques. Par cette occasion, je voudrais remercier tous les cadres du ministère et des services que j'ai cités pour l'effort, surtout au niveau des régies financières, fourni tout au long de l'année 2022 afin de doter le gouvernement des moyens de sa politique. À l'investiture de son gouvernement, Samalou Kondé a affiché l'objectif d'atteindre 36 milliards de dollars américains. Bien que ces assignations ne sont plus loin, le chef du gouvernement congolais fait le rappel des troupes pour que cet objectif soit atteint sans détour. Nous étions donné un objectif d'atteindre 36 milliards pour pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui, on nous a indiqué que nous sommes proches de l'atteindre. Nous avons applaudi les efforts déjà fournis, mais on ne doit pas en faire un satisfecit parce que nous ne les avons pas encore, ces 36 milliards. Pour les avoir, il faut que nous puissions déployer les efforts tels qu'ils ont été dictés pour cette année et garantir que nous puissions atteindre ces 36 milliards. Au-delà de la présentation des performances de 2022 et les priorités de 2023, cette cérémonie a connu deux autres moments forts. La remise des prix aux responsables du ministère des Finances et des régies financières d'un côté et de l'autre, la signature des contrats de performance par les managements des régies financières, notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD. Dans l'actualité également, entre la RDC et le Rwanda, la guerre n'est plus seulement militaire. Le président rwandais a décidé de lancer les hostilités dans les instances africaines. Première cible du chef de l'État rwandais, le docteur Jean Kaseya, dont il conteste l'élection à la tête des centres africains de contrôle et de prévention des maladies intervenue en février dernier. Patrick Ilunga au commentaire. Pour Kinshasa, l'élection du docteur Jean Kaseya à la tête des centres africains de contrôle et de prévention des maladies était une victoire diplomatique obtenue après une lutte secrète. Les détracteurs de la RDC ne l'entendent pas de cette oreille. Ils font le tout pour remettre en cause l'élévation du docteur Jean Kaseya. Dans une lettre adressée à la présidence de l'Union africaine, Paul Kagame estime que le rapport donné par le conseiller juridique sur les délibérations du comité de chefs d'État autour de cette élection n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles le candidat classé premier, une femme, n'a pas été sélectionné, a écrit le président rwandais. La femme dont il est question ici, c'est le docteur Magda Robalo Correa, une ancienne ministre de Santé publique en Guinée-Bissau. Elle est actuellement présidente de l'Institut pour la santé mondiale et le développement et ancienne haut-commissaire pour le Covid-19. Elle accuse Kinshasa d'avoir manœuvré avec les Comores qui président l'Union africaine pour faire passer le candidat congolais. Elle dénonce des irrégularités selon elle et demande des explications à l'Union africaine. Voilà que Paul Kagame la rejoint dans son combat. Le Rwanda semble reprendre à son compte cette affaire et porte à l'Union africaine la bruit militaire qui se réplique sous d'autres formes. Contactés à ces sujets par Géopolis Télévision pour donner leur son de cloche, les autorités congolaises n'ont pas donné suite à notre sollicitation. Rentrant au Parlement, les députés nationaux et sénateurs ont repris ce mercredi 15 mars 2023 le chemin du Palais du Peuple. L'ouverture de cette session de la 3e législature de la République démocratique du Congo, qui s'est fait dans un contexte sécuritaire marqué par les massacres des populations et du processus électoral, met les parlementaires congolais face aux nombreux défis à relever pour la réinstallation de la paix des populations. Suivez ce dossier de la rédaction que nous propose Edouard Funda.
En vertu de l'article 15, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, les députés et sénateurs ont repris ce mercredi 15 mars 2023 le chemin du Parlement. Une rentrée décisive au cours de laquelle les présidents des chambres du Parlement ont axé leur discours sur la situation sécuritaire qui prévaut sur l'ensemble du territoire national. Les deux présidents des chambres du Parlement ont chacun à son tour souligné la nécessité pour le gouvernement de la République de traiter en toute urgence les recommandations qui auront pour mission de ramener la paix au pays, tout en saluant à l'unanimité les prouesses diplomatiques du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su faire entendre les échos de la guerre injuste imposée à la RDC. Les speakers des deux chambres du Parlement ont émis le vœu de voir la reprise de la paix au Congo. Du prétendu dialogue avec les groupes rebelles sollicités par la communauté internationale, l'Assemblée nationale note que la RDC n'entend pas s'engager à ces processus. Elle a réitéré par ailleurs sa foi au processus de Luanda et de Nairobi pour une solution à la crise. Christophe Mbosso a noté devant la représentation nationale la lanterne des forces régionales dans l'accomplissement de leur mission sur le sol congolais. Dans cette logique de vouloir voir les Congolais vivre en sécurité, le président de la Chambre basse du Parlement a recommandé aux communautés Teki et Yaka, qui sont depuis un certain temps à l'origine du conflit communautaire ayant causé des massacres des populations dans les territoires de Kwamut, de privilégier le renforcement de leurs liens de fraternité. Du processus électoral en cours, le président de la Chambre basse du Parlement a à l'occasion demandé au gouvernement de doter à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, de tous les moyens prévus pour la tenue des élections dans le délai. Plusieurs autres problèmes ont figuré dans ces discours des chefs du Parlement à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars 2023. Rappelons qu'au cours de la dernière session ordinaire de septembre 2022, clôturée le jeudi 15 décembre de la même année, une session constitutionnellement budgétaire, s'il ne faut que parler du Sénat, 37 projets de loi avaient été votés après l'Assemblée nationale, parmi lesquels 27 projets de loi d'autorisation des ratifications. Mais cette session s'est terminée sur une note troublante exacerbée par l'agression barbare à l'Est par des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En dépit des appels, des messages de paix lancés par le gouvernement et le Parlement, les multiples votes des lois d'autorisation de l'état de siège décrétés au Nord Kivu et en Ituri en mai 2021 par le chef de l'État, les pays fait toujours face à l'agresseur. Les différentes résolutions de l'Union africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, les rencontres de Luanda, de Nairobi et de New York, la présence de la MONUSCO 20 ans sur le terrain, la visite récente d'une délégation des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, tout cela n'a pas réussi à fléchir la rébellion et les groupes armés responsables des massacres dans l'Est. Alors que les élections approchent, le Sénat, l'émanation des provinces du pays, est attendu comme l'Assemblée nationale sur la matérialisation de la caisse de péréquation restée lettre morte. Les deux chambres devront également se pencher sur plusieurs lois, notamment celles relatives à la répartition des sièges, casse-tête pour les candidats sénateurs et députés. De la sécurité au social, d'une économie dollarisée, les élections prévues cette année en RDC risquent de se dérouler dans un environnement malsain et même tumultueux. Les parlementaires sont alors observés avec une attention par la population congolaise qui attend la stabilisation de tous les secteurs de la vie du pays et vivre en paix sur la terre de ses ancêtres. Voilà, je me tourne une fois de plus vers notre invité de ce soir, Monsieur Michel Ngongo, journaliste rédacteur en chef. Alors, Monsieur Michel Ngongo, excusez-moi, sur les questions sécuritaires, pensez-vous qu'après l'exécutif, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent maintenant user de la diplomatie parlementaire pour obtenir la condamnation du Rwanda ? Bon, effectivement, c'est ce qui nous reste. Ça veut dire que voir en fait, les deux chambres du Parlement, je parle du Sénat, la chambre haute et l'Assemblée nationale qui est la chambre basse du Parlement, de revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour condamner carrément le Rwanda. Alors pourquoi ne pas stopper, n'est-ce pas, de relations diplomatiques avec le Rwanda? Pourquoi? Parce que à quoi sert de continuer à garder en fait, nos relations pendant que sur le plan pragmatique, l'innation entre deux est en train de subir celle qui est la nôtre. Ça veut dire que c'est pas intéressant. Moi, je trouve pas l'importance de continuer toujours à garder des bonnes relations, parce que lorsque vous m'attaquez, moi, effectivement, je dois également me répliquer. Ça veut dire que je ne peux pas croiser les bras, voir ce que vous êtes en train de m'attaquer. Et du coup, je ne suis pas d'un frère, c'est faux. Donc, le Rwanda n'a jamais été, en fait, le frère, je ne suis pas le frère en tant que pays, quoi. Donc, le Rwanda n'a jamais été un frère de la République du Congo. Ça veut dire qu'il faut stopper, carrément barrer la route. Alors, on va faire la guerre une fois pour toutes, au lieu de continuer à faire à utiliser ce qu'on appelle l'hypocrisie.
là je parle du Rwanda, qui les fait carrément, qui pratique. Donc ça veut dire, moi j'aurais proposé, n'est-ce pas, aux deux chambres du Parlement de revoir et avoir carrément des sanctions vraiment qui doivent permettre à la RDC de retrouver la paix pour également donner quand même les gens qui vivent à l'insécurité il y a longtemps, ça fait plus de 20 ans que le pays est agressé par le Rwanda. Pourquoi ne pas carrément terminer avec le Rwanda, nous séparer pour du bon, parce qu'on a vu avec le président Mobutu qui avait à un moment donné carrément stoppé les relations diplomatiques avec l'Israël. Ça veut dire qu'à un moment donné, si ça ne marche pas, ce qu'on doit faire, c'est carrément nous retirer tout simplement. Voilà, merci Monsieur Michel Ngongo. Alors la dernière question, lors de cette rentrée parlementaire, il y a aussi la question électorale qui a été évoquée. On le sait que l'enrôlement se poursuit dans le territoire congolais. Donc alors il y a de bruit sur un éventuel dialogue. Certains craignent même un glissement, mais le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rassuré quant à l'organisation des élections dans les délais prévus. Donc, êtes-vous rassuré que le président de l'Assemblée nationale, êtes-vous rassuré par ce qu'il a affirmé qu'il aura vraiment tenu 2 élections, ou est-ce que vous pensez que le glissement est vraiment inévitable? Bon, sincèrement, quant à ça, d'une manière théorique, hein, je peux peut-être affirmer oui, mais d'une manière pragmatique, je peux dire non. Pourquoi? Parce que si on regarde en fait, la situation d'abord, la situation sécuritaire qui prévaut d'abord à l'est de l'RDC, je ne pense pas que nous pourrons avoir des élections proprement dites en RDC. D'ailleurs, souvenez-vous, lors de l'arrivée du président français Emmanuel Macron, il a dit que le problème qui se passe à l'est, c'est entre le Congolais. C'est une façon de dire carrément que avant peut-être de voir les élections, il faut d'abord revoir le problème qui se passe, le problème de la paix qui se passe à l'est du pays. Donc, alors s'il faut revoir, maintenant nous allons tamiser entre le problème de la paix et les élections. Qu'est-ce qui est primordial? On peut pas aller aux élections, voilà, ce qui est primordial d'abord, oui. ce qui est primordial d'abord, c'est la paix, parce que c'est comme en fait le corps humain. Si peut-être la main a un problème, vous ne pouvez pas vous dire que je me sens peut-être à l'aise. Ça veut dire que vous devez traiter d'abord la main. Si vous vous sentez maintenant à l'aise, c'est là que vous pouvez peut-être voir d'autres choses que vous pouvez faire. Alors moi, j'anticipe pour dire ceci. Je ne vois pas les élections en 2000, en fait, vers décembre en 2023. Je vois peut-être le dialogue. Ça veut dire d'abord nous devons nous réunir autour d'une table parce que lorsqu'il s'agit de la paix à l'est de l'RDC, ça concerne tout le monde. Toutes les parties sont vraiment intéressantes. Ça veut dire vous devez venir, vous êtes obligés de venir proposer des pistes, des solutions. Si réellement vous aimez en fait, les pays, parce que ce sont nos frères et sœurs, nos mamans qui sont agressés. C'est pas peut-être le président actuel qui a agressé, c'est pas lui qui cause à ce que ces gens-là soient agressés. Donc dans un premier temps, au lieu de penser trop aux élections, moi je ne suis pas sincèrement sûr de voir les élections en fait vers le mois de décembre, carrément de cette année. Donc moi je vois le dialogue entre le président et ses frères, parce que bon, Tshisekedi n'est pas, monsieur le président bien évidemment, il n'est pas ennemi à Katumbi, il n'est pas ennemi peut-être à Fayulu. Ça veut dire qu'il va appeler toutes les parties, que ce soit opposition, société civile, majorité, ça veut dire c'est réunir autour d'une table pour d'abord mettre fin à la guerre. Donc c'est après que nous allons voir, parce qu'il n'est pas, Tshisekedi ne restera pas éternellement au pouvoir. Je pense qu'il va finalement céder peut-être le pouvoir, mais dans un premier temps, nous sommes obligés à rester d'abord focalisés sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République du Congo. Voilà, merci Monsieur Michel Ngongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà. Continuons avec l'actualité, la rubrique Femmes du jour. Elle est la première dame de la République démocratique du Congo, épouse du président Félix Tshisekedi, infirmière de formation, présidente de la fondation qui porte son nom, mère de 5 enfants et plusieurs fois grand-mère. Qui est Denise Nyakeru? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par Jojo Moulamba. Née le 9 mars 1967 à Bukavu, dans le sud Kivu,
La première dame est Mouchi. Orpheline, elle est issue d'une famille dont le père était un évolué comme on disait sous la colonisation belge. Elle n'a que 9 mois quand elle perd son père, sa mère et l'un de ses oncles dans un accident de voiture à Bukavu. Denise Nyakeru, la cadette d'une famille de 8 enfants, dont 4 filles et 4 garçons. Je suis orpheline de père et de mère depuis l'âge de 9 mois. Je ne les ai pas connus. J'ai étudié un peu à Kamina et à Kinshasa, au lycée Tobongisa, là où je fais la coupe et couture. Ensuite, je suis allée en Belgique à l'âge de 18 ans. En raison du décès prématuré de ses parents, elle n'a pu apprendre la machi, sa langue maternelle. La première dame est une kinoise d'adoption. C'est à Kinshasa qu'elle a bénéficié d'une éducation et a appris le lingala. Et cela grâce à son oncle l'abbé Sylvestre Ngami Moudawa, aumônier catholique des forces armées aéroises. Pour ses études, la solidarité familiale a joué à plein. Sa sœur Stéphanie l'a soutenue et hébergée à Bruxelles pendant qu'elle s'est formée au métier d'infirmière et sa sœur Jeannette à Londres lorsqu'elle y faisait un stage. Avant les élections de 2018, la première dame exerçait sa profession d'infirmière au Jardin d'Ariane, une maison de repos pour personnes âgées à Bruxelles. Elle n'a quitté son travail qu'au début de la campagne présidentielle de son mari. En tant qu'aide-soignante, j'ai fait des études d'infirmière, mais je n'ai pas terminé, donc j'ai fait une année. J'avais besoin de travailler à cette époque. En tant que soignante, tout simplement, je travaillais dans différentes maisons de repos, dans des hôpitaux. Et voilà, j'ai fait quand même 10 ans de carrière. C'est vrai que c'était pas facile, c'était un monde que je devais découvrir. Mais par après, j'ai compris que c'est un métier que j'aimais beaucoup. Et voilà qu'en 2017, quand mon mari m'a dit qu'il voulait se présenter aux élections présidentielles, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Je ne sais pas, mais bon. On est venu, il s'est enrôlé avec nos peu de moyens qu'on avait. Le Seigneur était avec nous. Et là, j'ai compris que ma vie ne sera plus comme avant. Denise Nyakeru est devenue première dame juste après l'investiture de son mari le 24 janvier 2019. À l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes le 8 mars, elle a prononcé son premier discours de première dame. Elle y a annoncé son intention de s'investir dans la lutte contre les violences et les discriminations dont les femmes sont victimes. En ce qui me concerne, je vous assure de mon engagement de m'aligner auprès de tous les ambassadrices et ambassadeurs de la lutte contre les violences faites à la femme, particulièrement les violences sexuelles. Je m'attellerai personnellement à rendre cette lutte une réalité permanente au travers du soutien aux réformes innovatrices et courageuses. Je me propose d'être la voix de toutes celles qui pleurent en silence, non sans peine et douleur. Et je propose à chacune de nous, où qu'elle se trouve, de parler et de faire parler les violences dont elle serait victime. Oui, bannissons le tabou et parlons encore plus fort qu'avant, pour qu'aucune autre femme ne soit brisée par la violence sous toutes ses formes. C'est ainsi que va naître en mai 2019 la fondation Denise Nyakeru qui porte plusieurs projets comme la santé de femmes, l'éducation de jeunes filles, la lutte contre la drépanocytose ou encore l'octroi de bourses d'études universitaires locales et internationales sous forme de prix. En 2020, elle lance le programme Excellencia qui est constitué de bourses d'études dans les universités locales et étrangères aux meilleurs lauréats des examens d'État dans le but de promouvoir l'excellence scolaire. Traversons les frontières de la République démocratique du Congo, faisons place à la page internationale. Plusieurs pays africains hébergent du lithium. Si l'Union européenne et les États-Unis tentent actuellement de se positionner pour exploiter ces réserves, la Chine a déjà pris une avance considérable au Mali, en RDC ou encore au Zimbabwe. Seuls les pays du continent à en produire à ce jour d'ici 2025. Les mines contrôlées par les intérêts chinois devraient produire jusqu'à 705 000 tonnes de lithium contre 194 000 tonnes en 2022. Jojo Moulamba. Les micro, petites et moyennes entreprises d'Afrique subsaharienne ne captent que 11% des prêts bancaires dans le cadre de leur financement. Ces données publiées par la plateforme de sondage Géopol révèlent que les MPME africaines souffrent d'un accès au financement limité qui influe sur leur démarrage, leur survie et leur développement.
Parmi les pays étudiés par les rapports, les entreprises kenyanes ont reçu le pourcentage le plus élevé avec 26% des prêts de la part des banques. D'après les experts financiers, les petites entreprises africaines sont rarement à mesure de satisfaire aux conditions fixées par les institutions financières. L'autofinancement et les fonds collectés auprès des familles et des amis restent les principales sources de financement des PME, des MPME africaines. Bien que les MPME représentent plus de 90% du tissu entrepreneurial en Afrique subsaharienne, beaucoup d'entre elles relèvent du secteur informel. Les économies d'Afrique subsaharienne reposent principalement sur les micro, petites et moyennes entreprises. Celles-ci contribuent aux 40% au PIB et génèrent plus de 50% des emplois. Toutefois, ces petites entreprises peinent encore à accéder à des financements. Elles ne reçoivent que 11% des prêts bancaires selon un sondage effectué entre mi-décembre 2022 et mi-janvier 2023 par Géopol Edouard Funda. C'est jusqu'à 705 000 tonnes de lithium contre 194 000 tonnes en 2022 que le mine contrôlé par les intérêts chinois devrait produire d'ici 2025. Voilà ce qu'indique la banque UBS AG dans une note datée de la semaine dernière et relayée par Bloomberg. Et cette note précise tout de même que cela ferait passer la part de la Chine dans l'offre mondiale à 32% en 2025 contre 24% l'année dernière. Cette progression devrait être soutenue par l'entrée en production de nouvelles mines de lithium en Afrique dans lesquelles la Chine a investi de centaines de millions de dollars américains ces dernières années. Au Mali, la construction des futures mines de Goulamina et de Bougouni est cofinancée respectivement par Ganfeng Lithium et une filiale de Fosun International. Même chose au Zimbabwe, seul producteur de lithium sur le continent actuellement où les entreprises chinoises ont pris le contrôle de la plupart de grandes mines. Le renforcement de la présence chinoise sur le lithium est destiné à satisfaire sa forte demande intérieure car c'est le plus grand marché pour le véhicule électrique. Ces renforcements s'inscrivent aussi dans une rivalité avec les nations occidentales, les États-Unis et l'Union européenne en particulier, sur le métaux indispensable à la fabrication de batteries électriques. Cette rivalité s'observe en Amérique du Sud, région où se concentrent les plus grandes réserves mondiales de lithium, mais également en Afrique où la plupart des pays n'ont pas encore exploité leurs réserves. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Cet intérêt des investisseurs étrangers pour les lithium africains devrait encourager les États concernés à utiliser ce capital pour développer une industrie locale afin de tirer de meilleurs profits de l'exploitation de leurs réserves et ne pas répéter les erreurs du passé. Place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Les journaux Paris dans la ville, c'est mercredi 15 mars 2023. Se sont beaucoup plus apaisantis sur la rentrée parlementaire de mars, mais aussi le processus électoral en cours. D'abord, Géopolis a titré à sa manchette « Rentrée parlementaire, une session décisive ». Au journal d'écrire, le Parlement est attendu dans le débat autour du processus électoral, son financement, son cheminement à bon port. Il y a donc questions qui s'ajoutent au dossier économique, c'est-à-dire liées à la vie économique du pays et au train de vie des institutions qui posent question, surtout lorsque le pouvoir d'achat des Congolais se dégrade. Pour ce qui est du rôle que doit jouer le Parlement, mais surtout l'Assemblée nationale, l'auteur de l'article a écrit que cette institution devrait jouer pleinement le rôle d'arbitre. Pour ce qui est du processus électoral, la tempête des tropiques titre plus de 34 millions d'enrôlés en 2 mois. Ce journal de la ville indique en outre, dans sa deuxième communication, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, n'a pas épargné l'ancien président de la centrale électorale, Corneille Nangaa Bello, candidat président de la République dans les prochaines élections, qui, pour lui, a trop de cadavres dans le placard pour se permettre de donner des leçons de morale à l'équipe de Denis Kadima Kazadi. Élection 2018, désignation de l'équipe Kadima, enrôlement des électeurs, Didi Manara rejette les allégations de Nangaa, titre l'avenir. Selon ce journal, les représentants du président actuel de la CENI, Denis Kadima en mission, estiment que la sortie médiatique du numéro 1 de la centrale électorale 2018 qui a porté Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême de la RDC est fantaisiste et teintée de manque d'objectivité. Et d'ajouter
En réplique à ces propos, la CENI, par ses points d'information, a donc brossé à l'attention de la presse l'évolution de la révision du fichier électoral en fournissant des données brutes de statistiques basées de la première zone opérationnelle en attendant la fin de l'enrôlement dans l'AOD et l'AO3 qui conduira au dédoublage et à la consolidation de données pour avoir finalement le nombre exact dans le fichier électoral pour répondre au principe « un électeur, une voix ». À sa une, Econews signale que Nanga contre Kadima, CENI, la guerre des experts. Dans un environnement où l'organisation des électeurs n'en est que plus incertaine, l'accommodation de deux caractères bien tempérés n'étant plus qu'une question de temps. La prospérité à son tour titre à sa une « Mauvaise foi des Nanga étalée ». Processus électoral. La CENI présente les exploits réalisés par le nouveau management de Denis Kadima. Ici, l'auteur a fait savoir qu'après avoir démontré la mauvaise foi et l'intention de nuire au déroulement du processus électoral en cours par l'ancien président, Idi Manara a présenté au grand jour les prouesses réalisées par le nouveau management et qu'en effet, lors de son passage sur la voie des ondes, Corneille Nanga, le problème lié au processus de désignation de nouveaux membres, à la qualité de la photo en noir et blanc sur la carte d'électeur, à l'amateurisme dans la prise en charge des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours et aux faux chiffres quant au nombre des électeurs enrôlés dans l'AO1. Ici, l'auteur écrit en répétant le propos du deuxième vice-président de la CENI. L'auteur de la déclaration dont il est question n'est pas le produit d'une compétition à la désignation comme président de la CENI. Autrement dit, son profil n'a jamais été confronté à d'autres compétiteurs pour prétendre être le meilleur et donneur de leçons. Autre chose qui a intéressé la presse mercredi, la présentation de performances 2022 et des priorités 2023 du ministère de Finances. Sama invite les régies financières à redoubler d'efforts dans la maximisation de recettes, titre Africa News. Ce tri-hebdomadaire de Lingwala signale qu'à travers cette performance 2022, il a été démontré que la RD Congo évolue positivement sur le plan économique grâce aux efforts consentis par les régies financières pour la matérialisation de la vision du président de la République portée par le gouvernement Sama. Fin de cette revue de presse, à nous revoir très prochainement. C'est la fin de ce journal, mais tout d'abord les rappels de titres. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a rappelé aux élus nationaux la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo lors de son discours pendant la rentrée parlementaire de ce mercredi 15 mars 2023. Vous avez découvert dans ce journal la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, épouse du chef de l'État, dans la rubrique Femmes du jour. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.